Le silence dans la salle de conférence du 40e étage était si pesant que je pouvais presque l'entendre craquer. Les lumières de Paris, un tapis scintillant sous nos pieds, ressemblaient moins à mon ancien royaume qu'aux barreaux d'une cage. C'était son siège, au fond de cette immense table en acajou poli, et c'est moi qui l'occupais. Julien était assis en face, aux côtés de Pierre, son avocat, pâle et tremblant. Heinrich Richter, mon directeur pour Athéréos, se tenait à ma droite. Laurent, mon véritable conseiller, à ma gauche. C'était le moment. Le moment de vérité, mais aussi celui d'une profonde lassitude. Comment en étions-nous arrivés là, au juste? Mon esprit voyageait, cherchant un point de départ précis, mais les souvenirs s'entremêlaient, flous comme de vieilles photographies. Il y a, 6 mois peut-être, mais le temps devient une notion étrange quand on orchestre une telle symphonie. C'était lors de notre divorce quand Julien, mon ex-mari, pensait avoir gagné la loterie. Il souriait, ce sourire arrogant qu'il réservait aux affaires conclues, persuadé de m'avoir renvoyé à ma petite vie de femme au foyer ennuyeuse. Je me souviens de la raideur de ma nuque ce jour-là. Une tension que je portais depuis des années, mais qui, étrangement, commençait à se relâcher. Le bruit sec de son stylo Montblanc griffant le papier épais était plus fort que prévu. Un son définitif, comme une feuille morte écrasée sous une botte, gravé dans ma mémoire. Julien Sterling était là, derrière ce bureau qui avait coûté plus cher que ma première voiture, et me regardait avec une impatience mêlée d'une jubilation à peine contenue. Il avait même vérifié sa montre, un modèle Patek Philippe, si je me souviens bien, pour s'assurer qu'il ne raterait pas son rendez-vous avec Sophie. « Ah, Sophie, tu comprends ce que tu signes, Marie ?» avait-il demandé, la gorge raclée. Sa voix était douce, entraînée, le même ton qu'il utilisait pour calmer des actionnaires nerveux. Un maître de la manipulation, toujours. C'est une renonciation complète au soutien conjugal. Tu gardes le petit appartement à Montreuil, je conserve le domaine de Saint-Cloud, le loft dans le Marais, le portefeuille boursier et la pleine propriété incontestée de Sterling Robotics. Pas de pension alimentaire, pas de revendications rétroactives. Je n'avais pas levé les yeux. Mes cheveux, habituellement tirés en un chignon strict et simple que Julien trouvait de plus en plus démodé, je l'avais entendu le dire à Sophie, tombaient légèrement sur mon visage. C'était une petite protection, un voile. J'avais l'air fatigué, vaincu, exactement comme il l'avait planifié. C'était le rôle que je m'étais préparé à jouer. « Je comprends, Julien », avais-je murmuré. Ma voix était stable. Il s'attendait à l'hystérie, je le savais. Il en avait parlé à Pierre, l'avocat, qui se trouvait dans le fauteuil du coin, visiblement mal à l'aise. Pierre n'était pas un homme stupide, mais il n'était pas le genre à s'opposer à un client riche comme Julien. « Madame Sterling, en tant que professionnel du droit, je dois encore vous conseiller de consulter un avocat indépendant. Ce règlement est très inhabituel. Vous renoncez à une fortune estimée à... » « Je n'ai pas besoin des chiffres, Pierre, » avais-je interrompu, levant enfin les yeux. Ils étaient gris, anodins, ces yeux que Julien n'avait cessé de regarder il y a des années, préférant les ignorer. C'était plus facile de voir à travers moi si mes yeux n'étaient pas un miroir. Je veux juste que ce soit fini. Je veux une rupture nette. Julien veut sa liberté et je veux la mienne. Julien s'était penché en avant, affichant son sourire éclatant, celui qu'il avait propulsé à la une de Forbes comme le visionnaire de l'automatisation. Il était bon, il fallait le lui accorder. « Marie, sois raisonnable », avait-il dit, feignant l'inquiétude. « Je ne suis pas un monstre. Je te ferai un chèque de 50 000 € pour t'aider à t'installer. Je ne veux pas que tu meures de faim dans la rue. » « Non, avais-je dit. J'avais fermé le stylo et glissé le document sur le bois poli. « Je ne veux pas de ton argent, Julien. Je ne l'ai jamais voulu. Signe juste. » Julien avait hésité une fraction de seconde. Une minuscule sonnette d'alarme avait retenti au fond de son esprit. Pourquoi est-ce si facile?
Il s'était préparé à un bain de sang. Il avait caché des actifs sur des comptes offshore aux îles anglo-normandes. Il avait déprécié la valeur de l'entreprise sur papier pendant des mois. Il était prêt pour la guerre. Mais j'étais là, me rendant avant même le premier coup de feu. « Elle est faible », s'était-il dit. Elle a toujours été faible. C'est la fille d'un bibliothécaire qui a eu de la chance en m'épousant. Et maintenant, elle est trop fière pour demander l'aumône. Julien avait pris le stylo. Il avait signé son nom d'un trait de plume. Julian Sterling. « C'est fait », avait-il dit, exhalant un souffle qu'il ne savait pas se retenir. Je m'étais levé. J'avais lissé ma jupe. J'avais regardé autour de moi dans le bureau, les récompenses sur l'étagère, les maquettes architecturales de la nouvelle usine de robotique, le portrait à l'huile de Julien accroché derrière le bureau. « Au revoir, Julien », avais-je dit. « Prends la voiture de la société », avait proposé Julien, déjà en train de prendre son téléphone pour envoyer un message à Sophie. « C'est fait. Homme libre. »« Non, merci », avais-je dit. « Je vais marcher. » J'étais sorti par les lourdes portes en chaîne, je ne les avais pas claquées, je n'avais pas pleuré, j'étais juste parti. Julien avait regardé Pierre. « Tu y crois? » Pas un centime. Pierre avait froncé les sourcils, rassemblant les papiers. « C'est la meilleure affaire que j'ai jamais vue, Julien, mais ça ne me semble pas juste. Les gens ne renoncent pas à 50 millions d'euros comme ça. » « Marie n'est pas les gens, » avait ri Julien, se levant et boutonnant sa veste Brioni. « C'est une souris. Et la souris est juste rentrée dans son trou. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une fête à célébrer. » En quittant son bureau, Julien s'était senti plus léger que l'air. Il avait l'entreprise, il avait l'argent, et bientôt il aurait Sophie à son bras, une femme qui correspondait parfaitement à l'image d'une épouse de PDG. Il n'avait pas remarqué que j'avais laissé ma bague de mariage sur le coin de son bureau. Il n'avait certainement pas remarqué que le diamant au centre, une pierre qu'il prétendait être un 2 carats impeccable, était en fait une zircone cubique de haute qualité. Le vrai diamant, celui que sa grand-mère lui avait donné pour qu'il me l'offre, était parti. Parce que je savais quelque chose que Julien ignorait. Je savais que ce diamant était la seule chose de valeur que Julien possédait réellement, sans hypothèque ni dette. Tout le reste, l'entreprise, les maisons, le style de vie, était bâti sur des sables mouvants, et j'étais celle qui contrôlait la marée. 3 mois s'étaient écoulés depuis le divorce. Julian Sterling vivait la vie qu'il avait toujours pensé mériter. Le gala annuel de Sterling Dynamics approchait, la presse le qualifiait de « gala du siècle ». Et Julien était l'enfant prodige de la scène technologique parisienne. Il se tenait sur le balcon de son loft du Marais, un verre de scotch de 25 ans à la main. Sophie était à l'intérieur, dirigeant bruyamment les traiteurs pour un brunch pré-gala. Elle portait une robe de chambre en soie qui coûtait plus cher que toute ma garde-robe. « Julien, chéri !» avait crié Sophie. « Le fleuriste dit qu'ils ne peuvent pas obtenir les orchidées blanches pour les centres de table du gala. Ils veulent utiliser des lys. Des lys? Tu y crois? Les lys sont pour les enterrements. Dis-leur de faire venir les orchidées de Hollande s'il le faut. Je m'en fiche du coup, avait rétorqué Julien, irrité. Il avait pris une gorgée de scotch et froncé les sourcils. Le goût était bizarre. En fait, beaucoup de choses l'avaient été ces derniers temps. Cela avait commencé par de petites choses. Le personnel de maison qui était avec nous depuis des années avaient tous démissionné dans la semaine qui avait suivi mon départ. Ils n'avaient pas demandé d'augmentation. Ils étaient juste partis. Julien avait dû engager une agence d'intérim et la nouvelle femme de ménage avait volé des fourchettes en argent. Puis il y avait eu les invitations. Julien avait l'habitude d'être invité au dîner intime de haut niveau au cercle interallié ou au week-end privé sur la Côte d'Azur. Mais depuis 2 mois, le téléphone était étrangement silencieux. Quand il avait croisé George Halloway, un contact bancaire clé au club, George l'avait regardé avec un étrange mélange de pitié et de confusion et s'était rapidement excusé. Mais le plus gros problème était à l'entreprise. Sterling Robotics perdait de l'argent. « Ça n'a pas de sens », avait murmuré Julien, regardant l'horizon. Il était rentré,
ignorant la tirade de Sophie sur les fleurs, et s'était retiré dans son bureau à domicile. Il avait ouvert les feuilles de calcul. Pendant 10 ans, Sterling Robotics avait fonctionné avec un afflux massif et mystérieux de capital opérationnel que Julien avait toujours attribué à des angel investors, gérés par un fonds fiduciaire aveugle appelé Argos Capital. Il n'avait jamais rencontré les gens derrière Argo. Il savait juste que chaque fois qu'il avait un problème de trésorerie, il s'en plaignait au dîner et dans les 48 heures, Argos injectait des liquidités ou approuvait un prêt à faible intérêt. Il avait supposé que c'était son génie qui attirait le capital. Mais depuis le jour où j'avais signé les papiers du divorce, Argos Capital était devenu muet. Décroche, bon sang, avait sifflé Julien, composant le numéro de la liaison d'Argos. Le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Julien avait raccroché le téléphone avec fracas. Bien, je n'ai pas besoin d'eux. Nous entrons en bourse l'année prochaine de toute façon. Il avait ouvert son email. Il y avait un message de son directeur financier marqué « Urgent ». Objet, problème de chaîne d'approvisionnement. Les microprocesseurs. Julien, nous avons un gros problème. Le fournisseur exclusif des puces de guidage, Vanguard Tech, nous a informé qu'il refusait de renouveler notre contrat. Il cite une restructuration des priorités. Sans ces puces, le prototype M4 n'est qu'un presse-papier. Nous ne pouvons pas le présenter au gala. Une sueur froide avait perlé à la racine des cheveux de Julien. Le MK4 était la pièce maîtresse du gala. C'était la raison pour laquelle il avait invité tout le CAC 40. « Obtenez-moi Vanguard au téléphone !» avait-il rugi, sortant de son bureau en trombe. Sophie avait levé les yeux de son magazine. « Julien, arrête de crier, tu gâches l'ambiance. »« Tais-toi, Sophie !» avait claqué Julien. « L'entreprise est attaquée. » Il avait passé la semaine suivante dans une frénésie. Chaque fois qu'il essayait de résoudre un problème, un autre apparaissait. Le bail de l'entrepôt à Puteaux, il s'était avéré que le bâtiment était la propriété d'une société écran qui avait décidé de tripler le loyer. Le brevet de leur mécanisme d'articulation, un cabinet d'avocats avait envoyé un ordre de cessation et d'abstention, alléguant une antériorité. Ça semblait coordonné, ça semblait être un siège. Mais Julien était un narcissique. Il ne voyait pas le schéma. Il ne voyait que des ennemis essayant de faire tomber un grand homme. « Ils sont jaloux », avait-il dit à Pierre, son avocat, pendant le déjeuner. « Ils me voient en solo, débarrassé de ce poids mort de femme, et ils veulent me tester. Eh bien, je vais leur montrer. Le gala aura lieu. J'annoncerai l'acquisition de la firme rivale de Cassis. Je blufferai sur les puces. »« Julien, » avait dit Pierre avec prudence, « l'acquisition de Cassis nécessite un capital que nous n'avons pas. Tu es endetté jusqu'au cou. »« J'ai une réunion, » avait dit Julien, un éclat dans les yeux, avec le groupe Atereos. C'est un conglomérat européen qui cherche à s'implanter aux États-Unis. Je leur ai envoyé une proposition. Leur représentant vient au gala pour signer l'accord. « Atereos » Pierre avait froncé les sourcils. « J'ai entendu ce nom. Très privé, très vieille fortune. Es-tu sûr qu'ils sont intéressés? » « Ils ont répondu personnellement à mon email, » avait souri Julien. « Eh bien, l'assistante du directeur le fait. Ils envoient un associé principal. Je vais leur dérouler le tapis rouge. Une fois qu'Atereos aura signé un chèque de 200 millions, tous ces petits problèmes disparaîtront. » Julien s'était penché en arrière. « Et le meilleur, c'est que j'ai envoyé une invitation à Marie. » Pierre s'était étouffé avec son eau. « Tu as fait quoi? »« Je l'ai invitée au gala, » avait ri Julien cruellement. « Je veux qu'elle le voie. Je veux qu'elle voie Sophie dans une robe Dior sur mesure. Je veux qu'elle me voie serrer la main des Européens. Je veux qu'elle voie exactement ce à quoi elle a renoncé. Elle vit probablement dans une boîte à chaussures à Montreuil en mangeant des remèdes. » Julien s'imaginait Marie assise dans son petit appartement triste, regrettant le jour où elle l'avait défié. Il avait raison sur une chose. J'étais en train de regarder une invitation, mais je n'étais pas dans une boîte à chaussures à Montreuil. J'étais assise sur la terrasse d'une villa au bord du lac d'Annecy, en Italie.
Le soleil du matin frappait l'eau, la faisant étinceler comme des diamants. De vrais diamants. Je tenais la lourde carte d'invitation dans ma main. Le gala annuel Sterling. « Vas-tu y aller? » demanda une voix derrière moi. Je me suis retourné. Laurent, mon véritable avocat, et non Pierre qui était une diversion, se tenait là. Il gérait le véritable trust familial, celui que mon grand-père, un magnat de l'acier qui haïssait la publicité, avait bâti. Le trust qui opérait sous les noms d'Argos Capital, Vanguard Tech, et la société Écran qui possédait l'entrepôt de Puteaux. J'ai souri. Ce n'était pas le sourire timide et soumis que Julien connaissait. C'était un sourire qui avait des dents. « Oh, j'y vais, Laurent !» ai-je dit, prenant d'une gorgée d'espresso. Julien veut un spectacle. Je pense que nous devrions lui en offrir un. Le Gulfstream est prêt et plein, dit Laurent. Et les documents d'acquisition pour Athereos Group sont finalisés. Vous êtes officiellement répertorié comme l'actionnaire majoritaire. Je me suis levé. Excellent. Dis au pilote que nous volons vers Paris ce soir. Et Laurent? Oui, Marie. Appelle à la maison de couture à Milan. J'ai besoin de quelque chose à porter. Quelque chose qui dit prise de contrôle hostile. Le gala de Sterling Dynamics s'est tenu au Grand Hôtel Intercontinental de Paris, un lieu choisi spécifiquement pour son opulence d'antin. Julien voulait le contraste. Il voulait ces robots élégants et terrifiants, avancés, se tenant à côté des lustres en cristal et des rideaux de velours. C'était une métaphore, avait-il dit à la presse, du mariage de la tradition et de l'avenir. Mais alors que Julien se tenait en haut du grand escalier, saluant les invités avec un sourire qui commençait à lui faire mal à la mâchoire, le seul mariage auquel il pensait était celui qu'il venait de terminer. « Julien, arrête de regarder ton téléphone », siffla Sophie. Elle s'accrochait à son bras avec une poigne étonnamment forte. Elle portait une robe d'écaille argentée qu'elle prétendait être de Balmain, mais que Julien trouvait secrètement la faire ressembler à une truite de luxe. « Les gens d'Athéréo arriveront quand ils arriveront. Tu as l'air désespéré. »« Je suis désespéré, Sophie. » Julien murmura, se penchant pour que le photographe à proximité ne capture pas le mouvement. S'il ne signe pas la lettre d'intention ce soir, la banque demandera le remboursement du prêt sur la machine de Saint-Cloud lundi et le compte de paie pour le mois prochain est actuellement vide. Le sourire de Sophie ne faiblit pas, mais ses yeux devinrent froids. « Eh bien, répare ça. Je n'ai pas divorcé de mon mari magnat du pétrole pour sortir avec un mécanicien en faillite. » Julien avait tressailli, c'était ça, Sophie. Elle était excitante, oui, elle était belle, indéniablement, mais elle était transactionnelle. Marie avait été une valeur sûre. Marie lui aurait tenu la main, lui aurait dit qu'il trouverait une solution, lui aurait proposé de vendre les bijoux de sa grand-mère. Mon Dieu, pourquoi est-ce que je pense à elle? Julien secoua la tête. Elle est probablement assise en pyjama à Montreuil en ce moment, regardant ça sur Instagram. La salle de bal se remplissait. L'élite de Paris était là, buvant le champagne de Julien et mangeant son caviar. Il y avait des sénateurs, des rivaux technologiques et des gestionnaires de fonds spéculatifs, mais l'atmosphère était étrange. Un murmure courait dans la foule. Julien aperçut George Holloway, le banquier qu'il avait ignoré au club. George chuchotait frénétiquement à un homme que Julien reconnut comme le PDG d'Orion Systems, le plus grand concurrent de Sterling. Julien descendit l'escalier, tirant Sophie avec lui. « George! Grant! Tellement heureux que vous ayez pu venir! » Les deux hommes cessèrent immédiatement de parler. Ils regardèrent Julien avec une expression qui oscillait entre l'amusement et la pitié. « Bonjour, Julien, » dit Grant, faisant tournoyer son whisky. « Belle audace de tenir le gala cette année, très audacieux. »« Pourquoi pas? » Julien rit trop fort. Le cours de l'action est en hausse, l'innovation est à son apogée. « Vraiment? » demanda George, haussant un sourcil. « J'ai entendu une rumeur selon laquelle Vanguard aurait coupé votre approvisionnement en puces. Difficile de construire des robots sans cerveau, Julien. » Julien se figea.
Cette information était top secrète. Seul lui, son directeur financier et le fournisseur la connaissaient. Rumeur de l'industrie, Julien agita une main de manière dismissive. Nous avons un nouveau fournisseur, Better Tech. En fait, je suis sur le point d'annoncer un partenariat avec le groupe Aterios. Ils arrivent ce soir. Grant et George échangèrent d'un regard. Aterios? Demanda Grant. Le fonds fantôme européen. Il ne s'associe pas, Julien. Il consomme. Nous verrons, dit Julien, raide. Soudain, la musique changea. Le quatuor à cordes cessa de jouer son Mozart poli et un silence balaya la pièce, partant de l'entrée et roulant vers la scène comme une vague. Les têtes se tournèrent, les conversations moururent en plein milieu d'une phrase. Julien se tourna vers les immenses portes doubles. « Ce sont eux ?» demanda Sophie, se tenant sur la pointe des pieds. « Ce sont les Européens. » Les portes s'ouvrirent, mais ce n'était pas un groupe de banquiers européens coincés en costume gris qui entra. C'était une femme. Elle était flanquée de 4 hommes qui semblaient sculptés dans le granit. De la sécurité privée, clairement, mais vêtue de smoking qui coûtait plus cher que la voiture de Julien. La femme portait une robe de velours bleu nuit qui épousait chaque courbe, tombant des épaules pour révéler une peau qui brillait sous les lustres. Autour de son cou, un collier de saphir et de diamants si grand, si lourd que la lumière les frappant se fracturait dans 1000 étincelles bleues à travers la pièce. Ses cheveux, non plus serrés en un chignon strict que Julien détestait, cascadaient en vagues lâches et brillantes autour de son visage. Son maquillage était acéré, accentuant des yeux qui balayaient la pièce avec la précision d'un prédateur. Julien plissa les yeux. La femme lui semblait familière. La démarche, cette foulée confiante et glissante, était étrangère. Mais le visage, non. Julien expira. Le verre de champagne lui glissa des doigts et se brisa sur le sol de marbre. C'était Marie. Mais ce n'était pas la Marie qu'il connaissait. Ce n'était pas la femme qui découpait des coupons et s'inquiétait de la facture d'électricité. Ce n'était pas la femme qui portait des gilets et s'excusait de prendre de la place. Cette femme possédait l'espace. Moment, ici je dois faire une petite pause. L'ensemble de cette situation, avec Julien qui ne voit rien venir, c'était d'une absurdité totale. Je veux dire, réfléchissez-y. Un homme qui se croit le génie du siècle, un entrepreneur audacieux, mais qui est en fait aveugle à la main qui le nourrit. C'est comme un roi qui se vante de son empire sans se rendre compte que c'est sa femme, la petite reine qu'il a mise de côté, qui en est l'architecte. Ça me rappelle cette époque où je l'ai entendu dire à Sophie que j'étais tellement ennuyeuse et tellement prévisible. Prévisible, vraiment. J'ai l'impression qu'il vivait dans son propre film, un rôle qu'il s'était écrit et où tous les autres n'étaient que des figurants. Peut-être que le problème était là. Il était trop bruyant, trop plein de lui-même pour entendre le murmure de la vérité, ou pour voir la force tranquille qui le soutenait depuis des années. C'est fascinant de voir à quel point l'ego peut aveugler quelqu'un. Bref, retour à la soirée, parce que ça ne faisait que commencer. Perspective de Sophie. C'est qui ça? Sophie Alta, sa jalousie s'enflammant instantanément. Et pourquoi porte-t-elle les saphirs de Romanov? Ce sont des pièces de musée. Elle se souvint d'une conversation avec sa mère sur les bijoux inestimables, et elle était sûre d'avoir déjà vu une photo de ce collier. La salle éclata en chuchotis. C'est l'ex-femme. Je croyais qu'elle n'avait rien. Regardez avec qui elle marche. C'est le directeur de la banque suisse. Marie ne s'était pas arrêtée à l'entrée. Elle avait marché droit dans la foule. La mère de Jean s'était ouverte devant elle. Des hommes qui avaient ignoré Julien pendant des mois s'inclinaient soudain devant elle, tendant la main pour la saluer. Elle les saluait par leur nom, souriant d'un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Julien sentit le sang quitter son visage. Il regarda Grant, son rival, courir presque vers elle. Marie lui tendit la main et il la baisa. « Julien,
Sophie le secoua. « Fais quelque chose. Elle nous vole la vedette à notre propre fête. » Julien secoua son choc. La colère prit sa place. Comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle se montrer ici, avec cette allure, portant des bijoux qu'elle a sans doute loués ou volés, essayant de l'humilier? Elle était probablement là pour mendier. C'était ça. Elle avait dépensé les 50 000 € qu'il lui avait offerts, réalisé qu'elle était sans le sou et avait fait un spectacle pour tenter d'obtenir un meilleur règlement. « Reste ici », grogna Julien à Sophie. Il traversa la pièce, le visage rouge. Il bouscula un serveur. « Marie !» aboya-t-il quand il fut à 3 mètres. Le cercle d'admirateurs autour d'elle se tut. Je me suis tourné lentement. Je l'ai regardé, non pas de haut, ni de bas. Je l'ai regardé à travers. « Bonjour, Julien », ai-je dit. Ma voix était différente, plus profonde, résonnante. C'était de la voix de quelqu'un qui n'avait pas besoin de crier pour être entendu. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Julien exigea, indifférent aux 100 yeux qui les observaient. « La liste de sécurité est strictement VIP. Je ne me souviens pas d'avoir envoyé une invitation à la bibliothèque publique. » Quelques personnes altèrent. J'ai souri. C'était un sourire terrifiant de calme. « J'ai reçu une invitation, Julien. En fait, je crois que je suis l'invité d'honneur. » « Invité d'honneur? » Julien rit, un son dur et aboyé. « Tu délires. Écoute, Marie, si tu avais besoin d'argent, tu aurais dû appeler mon assistante. Nous aurions pu organiser une allocation mensuelle. Tu n'avais pas besoin de louer une robe et de venir gâcher mon gala pour mendier. » L'homme qui se tenait d'à côté de moi s'avança. Il était grand, aux cheveux argentés et rayonnait de pouvoir. « Monsieur Sterling, » dit l'homme avec un accent suisse prononcé, « je vous conseillerais de parler à Madame Sterling avec plus de respect. »« Qui êtes-vous, bordel? » Julien claqua. « Je suis Heinrich Richter, » dit l'homme calmement, « directeur du groupe Athereos. » Julien se figea. Son cerveau essaya de traiter l'information. « Athereos, les investisseurs, les sauveurs. Monsieur Richter, » Julien balbutia, sa colère instantanément remplacée par la flagornerie. « Je ne savais pas. Je suis tellement désolé. Je vous attendais. Mais pourquoi êtes-vous avec mon ex-femme? » Heinrich me regarda. Il inclina légèrement la tête. « Je suis avec elle, » dit Heinrich, « parce qu'elle est la présidente du conseil d'administration d'Athereos. C'est ma patronne et Monsieur Sterling, c'est elle qui examine votre demande de prêt. » Le silence dans la pièce était absolu. C'était un vide. Julien me regarda. Il regarda les saphirs. Il regarda la façon dont le banquier le plus puissant d'Europe s'inclinait devant moi. « Non, » Julien murmura, « c'est impossible. Tu n'es personne. » Je fis un pas en avant. J'étais assez proche pour qu'il puisse sentir mon parfum. Ce n'était pas l'odeur de vanille que je portais auparavant. Cela sentait l'air hivernal et les lisses chères. « Je n'ai jamais été personne, Julien, » dis-je doucement, pour que seul lui puisse m'entendre. J'étais juste silencieuse, et tu étais trop bruyant pour remarquer la différence. Le gala continua, mais la dynamique avait changé tectoniquement. Julien n'était plus l'hôte, il était le divertissement. Les invités, sentant le sang dans l'eau, m'encerclèrent. Julien se retira au bar, buvant 2 scotch en succession rapide. Sophie était introuvable. Elle s'était probablement enfuie aux toilettes pour appeler son avocat ou effacer ses photos avec lui sur Instagram. « C'est un cauchemar », Julien murmura. Pierre, son avocat, apparut à côté de lui. Il était pâle et transpirait abondamment. « Julien, » siffla Pierre, « nous avons un problème. Un gros. »« Tu crois ?» Julien fit un geste sauvage vers le centre de la pièce où je tenais la cour. « Mon ex-femme vient d'arriver en tant que chef de la firme à qui je mendie de l'argent. Comment est-ce que c'est possible? Son père était bibliothécaire. » « Son père était bibliothécaire, » dit Pierre, la voix tremblante. « Sa mère était l'enfant unique d'Elias Thorne. » Julien cligna des yeux. « Thorne? Comme Thorne Still? Thorne Shipping? »« Oui, » dit Pierre, essuyant son front avec un mouchoir.
Apparemment, sa mère était éloignée de la famille pour avoir épousé un roturier. Mais quand le vieil homme est mort il y a 10 ans, le trust est sauté une génération. Il est allé entièrement à Marie. Julien sentit la pièce tourner. Il y a 10 ans, nous étions mariés alors. Oui, ça signifie que cet argent était un bien matrimonial. Les yeux de Julien s'illuminèrent. Pierre, c'est ça! Elle m'a escroqué! Si elle a hérité de milliards alors que nous étions mariés et ne l'a pas divulgué, je peux la poursuivre en justice. Je peux obtenir la moitié. Je peux tout obtenir. Pierre secoua la tête d'un air sombre. J'ai vérifié le contrat de mariage, Julien. Celui que tu as exigé. Celui où tu voulais protéger tes futurs millions d'elle. Il y a une clause. Les actifs acquis par héritage ou trust restent la propriété exclusive du bénéficiaire. Tu l'as écrite pour protéger la maison de tes parents sur la Côte d'Azur. Tu t'es piégé toi-même. Julien serra le bord. Il se sentait mal. Il avait insisté sur cette clause. Il se souvenait d'en avoir ri, disant à ses amis qu'il ne voulait pas qu'elle mette la main sur le maigre patrimoine de sa famille. Pendant ce temps, elle était assise sur un empire. Ça n'a pas d'importance, dit Julien, essayant de retrouver son calme. Elle est là pour faire des affaires. Ethereos est une entreprise. Si l'accord a du sens, elle signera. Elle est trop pragmatique pour jeter un bon investissement juste pour me contrarier. Il redressa sa cravate. Je vais la convaincre. Je vais la traiter comme n'importe quel autre investisseur. Julien retourna dans la mêlée. Il me trouva près de la sculpture de glace, parlant au sénateur de Paris. « Excusez-moi, sénateur, » interrompit Julien. « J'ai besoin d'un instant avec la présidente. » Le sénateur me regarda. J'ai hoché la tête une fois, le congédiant. « Bonjour encore, Julien, dis-je. »« Arrête tes conneries, Marie, » dit Julien, gardant sa voix basse. « Alors, tu es riche, félicitations. Tu l'as bien caché, mais nous sommes des gens d'affaires. Tu es ici parce que Sterling Robotics est l'avenir. Tu veux entrer. Je suis prêt à laisser Athereos acheter une participation de 20%, mais le prix a augmenté. » J'ai ri. C'était un rire amusé et sincère qui le déstabilisa plus que ma colère. « Tu crois que je suis ici pour investir? » demandai-je. « Je sais que tu l'es. Tu as besoin de ma technologie. Le robot MK4 est révolutionnaire. » Le MK4, fis-je amusé, c'est celui qui s'appuie sur le brevet du gyroscope de Casey? Oui, dit Julien. Que nous avons sous licence? En fait, dis-je, prenant une gorgée de champagne. Non, la licence a expiré il y a 3 mois. Tu as oublié de la renouveler parce que tu étais trop occupé à cacher des actifs pendant le divorce. Et devine qui a acheté Casey la semaine dernière. Julien cessa de respirer. Non. Athereos a acquis Casey mardi, dis-je, ce qui signifie que chaque unité MK4 que tu produis enfreint actuellement mon brevet. Je pourrais arrêter ta chaîne de production d'un simple coup de fil. En fait, Laurent, l'homme au costume de lin qui m'avait suivi, s'avança et me tendit un téléphone. « Ne fais pas ça, » Julien implora. « Marie, s'il te plaît, pense aux employés. »« Je pense à eux, » dis-je. « C'est pourquoi je ne te ferme pas encore. »« Que veux-tu? » Julien demanda. Il se sentait petit. Il se sentait comme un enfant. « Je veux une réunion, » dis-je, la gorge raclée. « Dans la salle de conférence. Maintenant. Amène ton avocat. » Je me suis tourné et me suis dirigé vers les ascenseurs. La foule s'est de nouveau écartée pour moi. Julien me suivit, la tête baissée, comme un prisonnier marchant vers l'échafaud. Alors que nous entrions dans l'ascenseur, Sophie arriva en courant. « Julien, où vas-tu? »« Pas maintenant, Sophie. » Julien claqua. « Il va discuter des termes de sa capitulation, dis-je calmement à Sophie. Puis je l'ai regardé de haut en bas. Belle robe, mélange de polyester. Les portes se refermèrent avant que Sophie ne puisse crier. La salle de conférence du 40e étage était silencieuse. Les Lumières de Paris, un réseau d'électricité que Julien considérait habituellement comme son royaume,
s'étendait en contrebas. Maintenant, elle ressemblait au barreau d'une cellule. Je m'étais assise à la tête de la table, à la place de Julien. Heinrich Richter était assis à ma droite. Laurent était assis à ma gauche. Julien et Pierre étaient assis de l'autre côté. Faisons simple, dis-je. Je n'avais pas ouvert de dossier, je n'avais pas besoin de notes. Sterling Robotics est insolvable. C'est un mensonge. Julien éclata. Nous avons des problèmes de trésorerie, bien sûr, mais la valorisation est basée sur les bénéfices projetés du MK4. Heinrich interrompit. Lequel, comme nous l'avons établi, est construit sur une propriété intellectuelle volée. Vos dettes dépassent actuellement vos actifs de 40 millions d'euros. Vous saignez de l'argent et votre cote de crédit vient de tomber en catégorie spéculative. Comment savez-vous ma cote de crédit? Julien exigea. Parce que nous sommes ceux qui détiennent votre dette, dit Laurent. Julien regarda Pierre. Pierre avait l'air de vouloir vomir. Quoi? Julien demanda. Argos Capital? Argos Capital. La tête de Julien se leva d'un coup. Argos, les Angel Investors, ceux qui m'ont sauvé? Ceux qui t'ont sauvé, dis-je. Je tapotais légèrement ma poitrine. Je suis Argos. Pendant 10 ans, Julien, j'ai injecté de l'argent dans cette entreprise. Chaque fois que tu dépensais trop, chaque fois que tu prenais un pari téméraire, chaque fois que tu achetais une voiture de sport avec la carte de l'entreprise, je couvrais tout ça via Argos. Julien s'assit, stupéfait. Pourquoi? Si tu avais l'argent, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi me laisser stresser? Parce que je voulais que tu réussisses, dis-je, une pointe de tristesse entrant enfin dans ma voix. Je t'ai aimé, Julien. Je savais que ton ego ne pouvait pas supporter d'être soutenu par ta femme. Tu devais être l'homme qui s'est fait tout seul, alors je t'ai laissé jouer le rôle. Je suis resté en arrière-plan. J'ai vécu dans la petite maison. Je t'ai laissé penser que tu étais le génie. Mais ma voix s'était durcie. Tu as commencé à croire à ta propre presse. Tu as commencé à me traiter comme un accessoire. Tu m'as trompé. Tu as menti. Et quand tu m'as signifié les papiers du divorce, tu as ri. Julien se souvint du rire. Il résonnait dans ses oreilles. J'ai coupé le financement le jour où le divorce a été prononcé, dis-je. Et regarde la vitesse à laquelle ton empire s'est effondré sans que je le soutienne. 3 mois, Julien. C'est le temps que tu as duré seul. Alors, quoi maintenant? Julien murmura, la gorge raclée. Tu es là pour te réjouir? Tu veux me voir mendier? Je ne veux pas de tes supplications, dis-je. Je veux l'entreprise. J'ai fait glisser une feuille de papier sur la table. C'est une offre de rachat. Julien saisit le papier. Il scanna le chiffre. 1 euro. Julien cria. Il se leva, renversant sa chaise. 1 euro. Cette entreprise vaut des milliards. Cette entreprise vaut moins 40 millions d'euros, je corrigeais. J'offre de prendre en charge la dette. Je rembourserai les créanciers. Je garderai les usines ouvertes. Je sauverai les emplois des employés. Mais toi, tu t'en vas, hein? J'ai construit ça. Julien hurla. C'est mon nom sur le bâtiment. Et cela restera ton nom, dis-je, en tant que marque historique. Mais tu seras démis de tes fonctions de PDG avec effet immédiat. Tes actions te seront retirées et tu quitteras les lieux. Je ne signerai pas, dit Julien. Je te combattrai. Je déposerai le bilan. Si tu déposes le bilan, Pierre murmura, les experts comptables judiciaires viendront. Ils trouveront les comptes offshore, Julien. Ils trouveront l'évasion fiscale. Tu iras en prison. Julien regarda Pierre, trahi. Tu es censé être de mon côté. Je te conseille sur la façon de rester hors de prison, dit Pierre. Accepte l'accord. Julien regarda le papier. 1 euro. Il me regarda. Je n'étais plus en colère. J'avais l'air de m'ennuyer. Je vérifiai ma montre. Tu as 5 minutes, dis-je. Après ça, je rappelle les prêts.
Je fais appliquer la contrefaçon de brevet et je divulgue le dossier sur tes détournements de fonds à l'AMF. Tu choisis une sortie propre ou un acte d'accusation fédérale. Julien regarda par la fenêtre. Le gala se déroulait toujours en bas. Il portait un toast à son succès. Il réalisa avec un poids écrasant qu'il n'avait jamais réussi. Il avait été un enfant jouant avec des jouets que sa femme lui avait achetés. Il prit le stylo. C'était le même Mont Blanc qu'il avait utilisé pour signer les papiers du divorce. Il signa son nom, Julian Sterling. Je fouillais dans mon sac. J'en sortis un billet d'1 € net et neuf. Je le posai sur la table. C'est fait, dis-je. Je me levai. Heinrich et Laurent se levèrent avec moi. Que m'arrive-t-il? Julien demanda, la voix brisée. Où vais-je? J'entends dire que l'appartement de Montreuil est disponible, dis-je. J'ai déménagé ce matin. Je me suis tourné pour partir. Attends, dit Julien. Le gala, je dois descendre, je dois faire un discours. Je me suis arrêté à la porte. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Les saphirs captaient la lumière. Oh, ne t'inquiète pas pour le discours, Julien, dis-je. Je le ferai. Après tout, c'est mon entreprise maintenant. La descente en ascenseur du 40e étage ressemblait à une descente aux enfers. Mais pour moi, c'était un tour de victoire. J'ai regardé les chiffres défiler. 39, 38, 37. Et à chaque étage qui passait, je sentais le poids de 10 années de silence se soulever de mes épaules. À côté de moi, Laurent ajustait ses boutons de manchette. Le communiqué de presse est déjà en ligne, dit-il doucement. Bloomberg, Le Figaro Économie et Les Échos viennent de publier l'histoire. Athereos Group acquiert Sterling Robotics dans une prise de contrôle hostile. Le PDG, Julian Sterling, évincé. Le cours de l'action a en fait bondi de 8% suite à l'annonce. J'ai souri, une expression froide et acérée. Le marché déteste l'incertitude, Laurent, et Julien n'était rien d'autre que l'incertitude. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au niveau de la salle de bal, l'atmosphère avait changé. Les chuchotis étouffés d'avance étaient transformés en un bourdonnement frénétique. Tous les téléphones dans la pièce s'étaient allumés avec la nouvelle. Alors que je sortais, la mer de smoking noir et de robes de créateurs ne s'est pas seulement écartée. Ils ont reculé, créant une large avenue de respect et de peur. Je me suis dirigé vers la scène. Je n'ai pas cherché Julien. Je savais qu'il était toujours dans la salle de conférence, fixant un billet d'1 €, essayant de comprendre la démolition de son ego. J'ai pris le microphone. Le Larsen a crépité une fraction de seconde avant que le silence ne tombe sur la grande salle de bal de l'hôtel. « Mesdames et messieurs », ai-je commencé. Ma voix était stable, amplifiée par les haut-parleurs, remplissant chaque recoin de la pièce. Merci de votre patience. Je sais que beaucoup d'entre vous sont venus ce soir s'attendre à une démonstration du prototype MK4. Vous êtes venus voir l'avenir. J'ai fait une pause, laissant la tension monter. L'avenir n'est pas une machine, ai-je dit. L'avenir est la stabilité. Ce soir, j'ai le plaisir d'annoncer que Sterling Robotics a été entièrement acquise par le groupe Athereos. Nous restructurons, nous refinançons et nous éliminons l'instabilité qui a frappé cette entreprise au cours des 3 derniers trimestres. Un murmure traversa la foule. Il savait ce que l'instabilité signifiait. C'était un code pour Julien. Avec effet immédiat, ai-je continué, mes yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur Sophie, qui se tenait près du buffet de crevettes, regardant frénétiquement son téléphone. Monsieur Julian Sterling a démissionné de son poste de PDG pour poursuivre des intérêts personnels. J'assumerai le rôle de PDG par intérim jusqu'à ce qu'un remplaçant approprié soit trouvé. S'il vous plaît, profitez du champagne. C'est moi qui régale. Les applaudissements furent polis au début, puis retentissants. Ces gens ne se souciaient pas de Julien, ils se souciaient de leurs investissements. Ils se souciaient du fait que l'entreprise était maintenant soutenue par de l'argent européen réel et non par la poudre aux yeux de Julien. Alors que les applaudissements s'éteignaient,
Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent de nouveau. Julien sortit en titubant. Il ressemblait à un homme qui avait vieilli de 10 ans en 10 minutes. Sa cravate était desserrée, ses cheveux en bataille, et ses yeux étaient sauvages. Il me vit sur la scène, cette scène baignant, baignant dans les applaudissements de ses amis. Il courut vers la scène. « Attendez !» il cria. « Elle m'a trompé, elle ment. » La pièce devint mortellement silencieuse. C'était le genre de silence qui précède généralement un accident de voiture. Laurent s'avança devant la scène, croisant les bras. 2 grands gardes de sécurité, des hommes que Julien avait embauchés, se placèrent à côté de lui. « Monsieur, » dit l'un des gardes, sa voix neutre, « vous devez partir. »« Je suis le PDG !» Julien cria, son visage prenant une couleur violette marbrée. « Je paye votre salaire. »« En fait, Monsieur Sterling, » dit le garde, « Madame Marie signe les chèques maintenant et elle vous a retiré de la liste d'accès. » Julien regarda autour de la pièce, désespéré d'un allié. Il croisa les yeux de George Holloway. « George, dis-leur que nous avons joué au golf la semaine dernière. » George Holloway regarda ses chaussures, trouvant soudain le motif du tapis fascinant. Julien se tourna vers Grant, son rival. « Grant, tu sais que c'est une prise de contrôle hostile. Aide-moi! » Grant leva juste son verre de champagne dans un toast-moqueur. « Les affaires sont les affaires, Julien. » Puis Julien la vit, la dernière bouée de sauvetage. « Sophie !» Julien cria, se précipitant vers elle. « Sophie, ma chérie, nous devons y aller. Nous appellerons ton père. Nous les poursuivrons en justice. Nous prendrons le jet pour les îles anglo-normandes. » Sophie resta là, figée. Elle tenait son téléphone, l'écran affichant l'article de presse en dernière minute. Julian Sterling, la fraude derrière le masque. Elle regarda Julien, en sueur, désespérée, ruinée, puis elle me regarda sur la scène, royale, puissante, milliardaire. « Ne me touche pas !» Sophie siffla, reculant d'un pas. « Quoi ?» Julien s'arrêta, stupéfait. « Tu m'as dit que tu valais 50 millions. » Sophie dit, sa voix montant pour que les gens à proximité puissent l'entendre exprimer sa propre indignation. « Tu m'as dit que tu étais un visionnaire. Tu es une fraude, Julien. Tu es fauché. » Je peux arranger ça, Julien balbutia. « J'ai toujours la maison à Saint-Cloud. Nous pouvons la vendre. » « La maison est hypothéquée jusqu'au cou. » Sophie cracha. « Mon avocat vient de vérifier. Tu n'as rien. Tu n'es rien. » Elle leva la main et détacha le collier de diamants qu'il lui avait donné pour son anniversaire. Elle le jeta sur sa poitrine. « C'est probablement faux de toute façon. » Elle railla. « Sophie, s'il vous plaît, sécurité. » Sophie cria, pointant un doigt manucuré sur Julien. « Cet homme me harcèle. » La cruauté de la scène était à couper le souffle. La femme pour qui il avait détruit son mariage appelait maintenant la sécurité contre lui à sa propre fête. Les gardes s'approchèrent. Ils saisirent Julien par les bras. « Lâchez-moi !» Julien se débattit. « Je suis Julian Sterling. Je suis un génie. » J'observais depuis la scène. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste regardé avec une curiosité détachée, comme un scientifique observant un spécimen sous un microscope. Alors qu'il le traînait vers la sortie, Julien regarda en arrière une dernière fois. Il croisa mon regard. J'ai levé la main dans un petit signe de la main polie, le même signe de la main que je lui faisais quand il partait travailler le matin, à l'époque où il m'ignorait. Les portes claquèrent. La musique recommença. Un numéro de jazz entraînant. La foule retourna à ses coupes. Le souvenir de Julian Sterling s'estompait déjà comme un mauvais rêve. Je suis descendu les escaliers. Heinrich me tendit un verre d'eau pétillante fraîche. C'était brutal, nota Heinrich. Non, dis-je, prenant une gorgée. C'était juste le bilan qui se corrigeait. 11 mois plus tard, le réveil ne sonna pas. Il hurlait. C'était une impulsion électronique déchirante qui perçait l'air vicié de l'appartement au sous-sol à Montreuil. Julian Sterling grogna, sa main tâtonnant dans le noir pour faire taire le bruit.
Ses doigts effleurèrent une tache collante sur la table de nuit, un déversement d'un bol de nouilles instantané qu'il n'avait pas eu l'énergie de nettoyer la veille. Il se retourna, les ressorts minces du matelas s'enfonçant dans ses côtes. Pendant une seconde fugitive et cruelle, son cerveau oublia. Il s'attendait à se réveiller dans le loft du marais, l'odeur d'un espresso frais flottant depuis la cuisine, les draps en coton égyptien de 800 fils froids contre sa peau. Il s'attendait à vérifier son téléphone et à voir son portefeuille d'action augmenter de 3%. Puis il ouvrit les yeux et vit la tache d'eau sur le plafond. Elle avait la forme d'un crâne. La réalité s'effondra sur lui comme un coup physique. Il n'y avait pas de loft, il n'y avait pas de portefeuille. Il n'y avait que le matin gris et humide d'un homme qui avait tout perdu. Julien s'assit, frottant d'une main sur son visage. Il paraissait plus vieux que ses 42 ans. Les rides de stress autour de sa bouche étaient maintenant de profonds sillons, et ses cheveux, autrefois teints et coiffés avec soin, s'amincissaient et étaient striés d'un gris terne et vaincu. Il se traîna jusqu'à la kitchenette, un coin de la pièce avec une plaque chauffante et un mini-frigo qui bourdonnait agressivement. Il prépara un café instantané, remuant les grumeaux de poudre avec une cuillère en plastique qu'il avait gardée d'une commande à emporter. Il se tint devant le miroir fissuré de la salle de bain pour se raser. Il regarda ses yeux. C'étaient les mêmes yeux qui avaient regardé les membres du conseil d'administration et charmé les investisseurs. Maintenant, ils avaient juste l'air fatigués. « Tu es toujours un visionnaire », il murmura à son reflet, mais sa voix se brisa. C'était un mensonge qu'il ne pouvait même plus se vendre à lui-même. Il enfila son uniforme. C'était un polo bleu vif en tissu synthétique. Le tissu était rêche et non respirant. Brodé sur la poitrine, il y avait un logo « Swift Logistic ». En dessous, en plus petit, une division du groupe Atereos. C'était la cruauté ultime. Il ne travaillait pas seulement dans un entrepôt. Il travaillait dans son entrepôt. Le trajet était un voyage en métro de 40 minutes d'humiliation. Il gardait la tête baissée, terrifié à l'idée de croiser quelqu'un de son ancienne vie. Un analyste junior, un ancien stagiaire, n'importe qui reconnaîtrait Julian Sterling, le magnat de la robotique, debout dans un wagon de métro bondé, sentant la naphtaline et le désespoir. Quand il batja à l'entrée de l'entrepôt, le terminal bipa un rouge strident avant de passer au vert. « Tu es en retard, Rick », aboya le chef d'équipe. Jason avait 23 ans, une barbe clairsemée et un presse-papier qu'il brandissait comme un sceptre. Dans l'ancienne vie de Julien, Jason n'aurait pas été qualifié pour garer sa voiture. Maintenant, Jason le possédait. Le métro était en retard, Julien marmonna, se dirigeant vers sa station. « Les excuses n'augmentent pas le rendement », dit Jason, marquant quelque chose sur son presse-papier. « Va au secteur 4, une des unités MK4 fait des siennes. Elle bloque la chaîne de tri. » Julien se figea, le MK4. Il se dirigea vers le secteur 4, le vaste espace caverneux rempli du bourdonnement des machines. Et là, elles étaient, des centaines d'entre elles, les bras robotiques élégants et articulés qu'il avait imaginés 1000 fois. Elles se déplaçaient à une vitesse fulgurante, triant des colis, scannant des codes barres, pivotant avec une grâce presque biologique. Mais l'unité 7 Alpha était à l'arrêt. Elle tressaillait, une lumière rouge pulsant sur son châssis. Julien s'approcha. Il ouvrit le panneau de maintenance. Il connaissait les schémas de câblage par cœur. Il avait dessiné les croquis originaux de ce mécanisme de cerveau. Il tendit la main pour réinitialiser l'actionneur. « Fais attention, mon vieux », un collègue nommé Ramirez railla depuis l'allée voisine. « Ne la grille pas. Cette machine coûte plus cher que ta vie. » Julien serra les dents. « La tension sur la courroie secondaire est trop élevée, » marmonna-t-il. « C'est un défaut de conception dans le logiciel de calibration. » Il attrapa une clé. Pendant un instant, il n'était pas Rick l'ouvrier d'entrepôt. Il était Julian Sterling, ingénieur. Il ajusta le couple, contourna le limiteur de sécurité et redémarra le système. Le robot ronronna.
Le voyant rouge devint vert. Il reprit son travail plus vite et plus sans douceur qu'avant. Julien recula, une étincelle de fierté s'allumant dans sa poitrine. « Je l'ai toujours, pensa-t-il. Je suis toujours le génie. Attention à tout le personnel. » L'interphone crépita, traversant le bruit. Les opérations s'arrêteront pendant 15 minutes pour une inspection du site par des VIP. Veuillez dégager les allées et rester à vos postes. L'entrepôt devint silencieux. Le bourdonnement des courroies s'éteignit. Sois impeccable. Jason siffla, courant le long de la ligne, rentrant sa chemise. La direction est là, la présidente est là. Le sang de Julien se glaça. Il ne pouvait pas être vu. Pas ici, pas comme ça. Il chercha un endroit où se cacher, mais ils entraient déjà dans le secteur. Une phalange de costumes, des gardes de sécurité avec des écouteurs. Et au centre, marchant d'une démarche qui commandait l'air même autour d'elle, il y avait Marie. Elle était à couper le souffle. Elle portait un costume blanc taillé qui semblait repousser la saleté de l'entrepôt. Ses cheveux étaient lâches, rebondissant légèrement alors qu'elle marchait. Elle ne ressemblait plus à la fille du bibliothécaire. Elle ressemblait à une reine inspectant son royaume. À sa droite marchait Heinrich Richter. À sa gauche se trouvait le directeur de l'entrepôt, un homme que Julien avait jadis renvoyé pour incompétence, maintenant en sueur alors qu'il essayait d'impressionner Marie. L'efficacité a augmenté de 14% ce trimestre, disait le directeur. L'intégration de l'IA d'Aterios dans le matériel Sterling a corrigé les problèmes hérités. Problèmes hérités? Marie répéta, sa voix portée clairement dans le silence. Vous voulez dire les défauts de matériel laissés par l'administration précédente? Oui, Madame la Présidente. Julien se recroquevilla derrière une palette de boîtes, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau en cage. Problèmes hérités, c'était son héritage. Un défaut à corriger. Marie s'arrêta. Elle était à 3 mètres de l'endroit où Julien se cachait. Cette unité, dit Marie, désignant le robot que Julien venait de réparer. L'unité 7 alpha, elle fonctionne au-dessus des spécifications. Le mouvement des fluides. Ah oui, le directeur balbutia, vérifiant une tablette. Nous avons dû mettre à jour le firmware. Marie s'approcha de la machine. Elle regarda le panneau de maintenance. Il était encore légèrement entrouvert. Elle regarda la tache de graisse sur le boîtier, une tache laissée par le pouce de Julien. Elle tourna la tête. Ses yeux balayèrent les ombres de l'allée. Pendant un moment électrique et terrifiant, son regard traversa le vide entre les boîtes où Julien se cachait. Elle l'a vu. Julien cessa de respirer. Il attendit le doigt pointé. Il attendit les rires. Il attendit qu'elle le traîne dehors et le parade devant le personnel comme le roi déchu. Marie maintint son regard pendant 3 secondes. Son expression était illisible. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la pitié. C'était une indifférence totale, dévastatrice. Elle se tourna vers le directeur. « Il semble que quelqu'un ait fait un ajustement manuel, » dit-elle froidement. « C'est astucieux mais non autorisé. Demandez à l'équipe d'ingénierie de l'analyser. Si cela fonctionne, implémentez-le sur toute la flotte. Sinon, jetez-le. » « Et l'employé responsable ?» demanda le directeur. Marie fit une pause. « Traitez les formalités administratives. Nous n'avons pas besoin de variables non autorisées dans mon entreprise. » Elle se tourna et s'éloigna, ses talons cliquant un rythme de finalité sur le béton. 10 minutes plus tard, Jason tapota l'épaule de Julien. Il ne tenait pas son presse-papier. Il tenait une enveloppe. « Fais tes affaires, Rick, » dit Jason, sa voix exceptionnellement calme. « C'est fini pour toi. » Julien n'a pas discuté. Il n'a pas fait de scandale. Il a pris l'enveloppe. Il est sorti de l'entrepôt sous le soleil aveuglant de l'après-midi de Montreuil. Il s'est assis sur un trottoir près d'une clôture en grillage rouillé et a ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait un chèque. Il était de 50 000 €, le montant exact qu'il m'avait offert pour survivre le jour du divorce. L'argent de la pitié. Derrière le chèque, il y avait une note manuscrite sur du papier cartonné crème épais avec l'entête gaufrée d'Aterios.
Julien, j'ai vu l'ajustement que tu as fait à l'unité 7 alpha. C'était brillant. C'était le genre d'ingénierie qui m'a fait tomber amoureuse de toi il y a 20 ans. Mais tu n'as pas réparé la machine parce que tu voulais améliorer l'entreprise. Tu l'as réparée parce que tu voulais prouver que tu étais toujours la personne la plus intelligente de la pièce. Tu l'as réparée pour ton ego. C'est pourquoi tu ne construiras jamais rien qui dure. Tu construis pour les applaudissements. Je construis pour l'utilité. Je mets fin à ton emploi, non par malice, mais par miséricorde. Un homme comme toi pourrirait dans un entrepôt. Tu dois aller quelque part où personne ne connaît le nom de Sterling. Prendre le chèque, c'est une indemnité de départ exonérée d'impôts. Va en Provence. Achète un petit bateau. Trouve un bar de plongée. Raconte aux étrangers là-bas que tu étais un roi. Ils pourraient même te croire. Mais n'essaie pas de revenir. Tu es un fantôme ici, Julien, et j'ai exorcisé le bâtiment. Marie. Julien fixa le chèque. Le papier tremblait dans sa main. 50 000 €. C'était suffisant pour recommencer. C'était suffisant pour disparaître. Il leva les yeux vers l'entrepôt. Il vit le logo sur le côté du bâtiment, le A stylisé d'Aterios éclipsant le contour décoloré de l'ancien panneau Sterling robotique. Il réalisa alors que je ne l'avais pas seulement battu. Je l'avais effacé. J'avais pris son entreprise, son argent, sa réputation et même ses idées, et je l'avais fait sans élever la voix. Julien se leva, il froissa le polo bleu et le jeta dans une poubelle. Il mit le chèque dans sa poche. Il se dirigea vers la station de métro, mais s'arrêta devant un kiosque à journaux. Sur le présentoir, le nouveau numéro de l'Express était affiché. La couverture était un portrait saisissant en noir et blanc de Marie. Elle avait l'air puissante, sereine et terrifiante de compétence. Le titre lisait « L'architecte silencieuse ». Comment Mary Thorne a sauvé l'avenir de son créateur. Julien regarda le visage de la femme avec qui il avait vécu pendant une décennie. Il se souvint de lui avoir demandé de lui chercher du café. Il se souvint de lui avoir parlé par-dessus lors des dîners. Il se souvint d'avoir ri quand elle avait signé les papiers. Il toucha la couverture du magazine, son doigt traçant sa mâchoire. « Je ne t'ai jamais connu », murmura-t-il. Il remonta son col contre le vent froid et descendit les escaliers du métro, s'enfonçant dans l'obscurité. Juste un autre visage anonyme dans une ville qui avait oublié son nom. Ce fut le clap de fin. Julian Sterling avait disparu. Il avait appris la leçon la plus difficile de toutes. La personne que vous sous-estimez aujourd'hui pourrait être celle qui signera votre chèque de licenciement demain. C'est une histoire de revanche, oui. Une histoire de justice, peut-être. Mais en y repensant aujourd'hui, est-ce que j'ai été trop loin? Est-ce que le fait de le virer de l'entrepôt, de le ramener à ce qu'il a toujours méprisé, était l'acte de cruauté ultime? Ou était-ce la miséricorde dont il avait besoin pour enfin lâcher prise et peut-être, juste peut-être, trouver une autre voie loin de l'ombre de son propre ego? Je ne sais toujours pas, je ne crois pas qu'il existe de réponse simple. Et vous, qu'en pensez?